Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est au cœur de l'actualité juridique, l'intelligence artificielle et son impact sur la profession. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Bouillon de SideQuest, une startup qui conjugue innovation, entrepreneuriat et pédagogie et qui accompagne les avocats dans leur pratique quotidienne. Au fil de notre échange, nous allons explorer trois sujets: le parcours de Mathieu, le rôle que peut jouer l'IA dans la profession d'avocat, et nous finirons par les enjeux très concrets de la formation continue. L'objectif de cet épisode est clair: apporter des clés de compréhension et des conseils pratiques à celles et ceux qui souhaitent à leur tour devenir formateurs et partager leur expertise. Ce podcast vous est présenté par Form.legal, la plateforme qui révolutionne l'accès à la formation juridique. Sur Form.legal, les professionnels du droit peuvent créer, vendre et diffuser leur formation en toute autonomie. C'est simple et sans intermédiaire. Vous gérez vos contenus, vos tarifs, vos clients, comme sur Airbnb, mais pour la formation juridique. Que vous soyez formateur ou simplement à la recherche de formations de qualité, rendez-vous sur Form.legal, la marketplace 100% dédiée au savoir juridique. Mathieu, bonjour. Bonjour Raphaël. Alors, j'ai regardé ton parcours, évidemment, il est assez remarquable. Tu es un véritable serial entrepreneur, là, pour le Comme coup, tu y vas. c'est vrai. Tu as fondé également un incubateur. Tu as eu un rôle de consultant innovation chez Lefebvre Dalloz. Je pense Mhm. que ça a porté ses fruits. Et je dirais qu'avant de parler de SideQuest, je serais assez intéressé parce que j'ai eu un rôle similaire à Wolters Kluwer Ah avec oui. Vincent Anderson. À l'époque, Wolters Kluwer était propriétaire de l'AMI. Il est resté pendant une trentaine d'années. Et puis, ils l'ont vendu, je crois, au groupe Karnov. Moi, j'aimerais savoir, pour commencer, si tu peux nous raconter comment tu as aidé Lefebvre Dalloz à innover dans le domaine qui est le leur. Merci de m'accueillir déjà. Pour rentrer directement dans le dur, Lefebvre Dalloz, ça a commencé, je dirais 2017-2018. En fait, j'avais une agence à l'époque qui s'appelait Hercule et dont la mission était d'aider les professionnels du droit à se transformer, à se digitaliser. Alors on parle de ça, il n'y avait pas d'IA encore, hein, mais il y avait quand même plein de trucs à faire. On automatisait des procédures, juridiques pour des cabinets, pour des directions juridiques. On les aidait sur leur innovation et à cette occasion, on rencontre quelqu'un de Lefebvre Dalloz qui nous demande un coup de main pour lancer un nouveau produit d'innovation et donc on a fait une mission, comme ça et en fait, on a pas mal accroché. Entre-temps, pour d'autres raisons, moi, je quitte Hercule, bon, parce qu'on avait des visions de la boîte différentes avec mes associés et on s'est quitté en très bons termes. Lefebvre Dalloz me dit: «Ben, maintenant que tu es libre, on veut plus de toi». Et donc, j'ai commencé à m'impliquer de plus en plus. À la base, c'était sur l'innovation produit. J'étais dans une des de leurs nombreuses filiales et j'intervenais sur des sujets, d'aide à l'innovation, d'interface, du X et tout ça. Projet logiciel, alors. Oui, projet logiciel. Si tu veux, historiquement, Lefebvre Dalloz est un éditeur juridique qui a une quantité de fonds documentaires juridiques assez forte, mais une transition qui s'est opérée il y a quelques années dans la boîte où, au-delà simplement du contenu, Lefebvre Dalloz intervient de plus en plus sur la productivité, les outils. Par exemple, des formulaires, de la rédaction de contrats, de l'audit, dans des sujets comme le social ou le fiscal, tu vois? Et c'est Oui, vraiment il y a une sorte de diversification qui s'est opérée chez les grands éditeurs. tout à On fait. a vu ça chez Wolters Kluwer dans plusieurs pays. Avec Vincent, nous, on était responsables, si tu veux, de toutes les business units Europe. Et effectivement, il y avait cet effort à l'époque de joindre ou de diversifier des activités qui étaient, je dirais, périphériques à l'édition et qui allaient vers la performance de l'avocature. C'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça et moi, j'arrive à ce moment, alors le virage est déjà entamé quand j'arrive, mais je suis là pour l'accompagner et puis, en fait, de fil en aiguille, dans mes missions, je sors un peu de la filiale pour monter à l'Europe et travailler un peu plus avec la direction innovation groupe et donc sur plein de sujets, dont un massif qui était, lancer un accélérateur de start-up européen. Pour la D'accord. pour l'anecdote, en 2016 ou 2017, l'incubateur du barreau de Paris nous avait, à l'époque d'Hercule donc, nous avait sollicité pour lancer leur incubateur réel. Si tu veux, c'est Oui. l'entité incubateur du barreau de Paris préexiste, mais ils ne l'incubaient pas à l'époque. Ils faisaient des Mhm. prix, des soirées, il y avait des colloques, mais il n'y avait pas d'incubation. Donc on a vraiment monté cet incubateur pour eux, donc
tout le programme de mentoring, tout le programme de coaching et là, tu vois déjà le début de la formation qui commence à poindre C'est sur ça. cette transmission aux startups, aux entrepreneurs avocats pour le coup. Et donc chez Lefebvre Dalloz, moi je militais pas mal, bah, l'idée était dans l'air, elle vient pas de moi, mais il faut vraiment que vous lanciez votre accélérateur, il faut vraiment qu'on le fasse et en plus, l'occasion d'une boîte comme ça, c'est de le faire à l'échelle européenne et donc c'est ça, c'est ce projet-là que j'ai pris et on a fait 2 sessions avec, entre 4 et 6 startups par session, à travers toute l'Europe. Donc tu avais 1 ou 2 startups en France, tu en avais une en Italie, une en Espagne, une en Hollande et une en Belgique à chaque fois. Comment vous nourrissiez le pipeline de projets de POC? Alors, à la base, si je te fais le truc très rapidement, on a une première campagne où on annonce qu'on va avoir une prochaine promo, qu'on reçoit des candidatures pendant un mois et demi, qu'on fera notre sélection avec jury, là donc on communique, chaque filiale démultiplie sa communication au niveau local, donc communication réseaux sociaux, communiqué de presse et tout ça. En parallèle, alors c'est à géométrie variable en fonction des pays, mais dans certains pays, certains ont des réseaux, dans des incubateurs. L'accélérateur, si tu veux, c'est un peu plus mature qu'un incubateur. Donc, quelque part, si tu connais des incubateurs à qui tu as déjà travaillé, tu peux les appeler pour leur dire si vous avez des boîtes qui sortent un peu de l'œuf et Mmh. qui sont prometteuses, moi, ça m'intéresse de les avoir en cœur dans mon accélérateur, qui est l'étape d'après. Donc, moi, je l'ai fait typiquement en France, en appelant des cabinets d'avocats spécialisés dans les startups, en appelant tout ça. Est-ce que vous connaissez des boîtes intéressantes qu'on pourrait rencontrer dans l'écosystème Legal Tech? Et donc, avec ça, on récupère des candidatures. Donc, on récupère à peu près, si je dis pas de bêtises, entre l'année 1 et l'année 2, entre 60 et 100 candidatures par session pour en retenir 4 ou 6 à la fin, tu vois? Avec tout un cycle d'évaluation, avec des grilles, puis après on les rencontre, on les fait pitcher, puis en fonction des affinités et effectivement, pour parler de POC, on l'a moins fait l'année 1, on l'a plus fait l'année 2. On a essayé de chercher aussi, en les rencontrant, des opportunités de projets à construire ensemble. Au départ, la première année, on était vraiment sur l'énergie de la start-up, de l'équipe et est-ce que c'est prometteur ou pas? Moins synergique. Ben, on s'était dit: «On trouvera la synergie sur le chemin» et Ouais. honnêtement, on l'a trouvé dans la plupart des cas. Mais parfois des synergies qu'on n'attendait pas. Là, on a essayé de driver un peu plus le truc en se disant: «OK, ils sont où nos enjeux?» On a des enjeux sur l'IA. La deuxième session, on était déjà beaucoup sur l'IA. On a des enjeux sur le corporate. On veut plutôt des produits à destination des entreprises et des DRH parce qu'il y a un enjeu stratégique à ce moment-là chez Lefebvre Dalloz d'aller là-dessus et on veut plutôt des produits qui soient dans telle direction, telle direction, telle direction et c'est devenu un critère de sélection, parmi les autres, mais un critère de plus, tu vois? Et après, ça s'est fait en run pendant 6 mois où, ben, on avait plusieurs événements à travers l'Europe. Il y a eu plein de sessions de mentoring, voilà et on a vraiment fait un accélérateur sur mesure pour chacune des boîtes. Quelles sont vos problématiques? Vous en êtes où dans votre vie? C'est quoi les prochaines épreuves que vous avez à affronter et comment on peut vous aider? Plutôt que de leur monter des cours sur étagère pour tout le monde. L'incubateur à Paris continue d'année en année. Il y a eu plusieurs sessions, quand j'ai quitté Hercule, ça a été repris par un de mes associés pendant quelques années, puis de fil en aiguille, au détour des nouveaux bâtonniers, des appels d'offres, plusieurs agences se sont succédées, mais qui ont réinventé le modèle ou en tout cas qui l'ont fait évoluer. Donc ça continue. Chez Lefebvre Dalloz, en revanche, ils l'ont mis en pause. L'arrivée de l'IA massive, de l'IA générative, on va en parler, hein, a fait qu'il y a eu un shift de priorité sur, tous leurs produits et notamment sur l'innovation. Je pense qu'on n'est pas à l'abri que ça revienne, mais aujourd'hui, là, pendant qu'on se parle, le programme est en pause. Et à la grande rentrée des avocats, 2e édition, si je ne me trompe pas, donc l'année dernière, le thème c'était l'IA. Sans surprise. Sans blague. Je dois dire que j'ai été bluffé par, la démo, du produit Oui. IA, de Lefebvre Dalloz. Pour avoir travaillé sur ces thématiques, en réalité, en 2014-2016, nous on avait travaillé sur 2 types de technologies. Les technologies sémantiques d'une part Mmh. et puis rapidement la deuxième année sur, déjà l'IA en fait. J'étais assez familier des problématiques et du produit final que nous on avait réussi à l'époque en 2016-2017. J'ai 2 ans déjà, ça datait. Ouais. Ouais, ça commence à dater et là, quand j'ai vu le produit et surtout l'interface qu'avait sorti, Mmh. Lefebvre Dalloz, j'ai été bluffé parce que je trouvais ça très proactif, en fait. C'est-à-dire Ouais. que, non seulement, c'est contraint par le fond, donc les sources sont, c'est sourcé, le fondement Ouais. juridique est réel, il est véridique. Donc ça, c'était, fondamental, c'était un gros écueil, pour les autres, IA. Mais à côté de ça, il y avait aussi, «Est-ce que je peux t'aider,
en tant qu'avocat à aller plus loin dans ta Ouais, recherche? Quels sont les documents associés, les questions associées? J'ai et aussi, comme tu as dit, parfois même des documents déjà qui existent et qui peuvent t'aider dans ta démarche. J'ai trouvé ça fabuleux du point de vue pas simplement technologique, mais même c'était de l'approche, centrée client, quoi. c'est ça, Ça, par c'est l'usage, tout à fait. exactement. Ouais, ouais, je relais ça, c'est vraiment les 2 points qui font que le produit et honnêtement, dans moi chez mes clients, avocats chez qui je déploie l'IA, le produit est très bien accueilli. Enfin, je peux avoir des avis divergents sur d'autres produits concurrents, mais en général, c'est génial en est parlant à l'unanimité. Génial étant le produit de Lefebvre Dalloz. Et ouais, ouais, c'est ça, c'est qu'il bénéficie, effectivement d'une révolution technologique, c'est-à-dire cette espèce de d'énorme marche qu'a franchi l'IA, fin 2022 avec l'IA générative qui a tout débloqué et donné des super pouvoirs à l'IA. Pour rentrer dans le détail technique, mais je suis pas sûr que ce soit l'objet. Et derrière, ils l'ont pas fait n'importe comment en disant: «On a l'IA générative, on n'a qu'à en mettre et les gens vont l'acheter». C'est qu'ils se sont dit: «OK et ça, les gens veulent en faire quoi?» Et on se pose des questions sur les vrais cas d'usage. Je sais que les gens dans l'amphithéâtre, étaient bouche bée. Mmh. J'étais pas le seul et en plus, avec mon expérience, je savais ce qu'il y avait derrière comme travail. J'étais très impressionné. Alors, on va peut-être shifter maintenant. Je t'en prie. Je viens de voir que tu viens de créer, Flitz. Ouais. Flitz, c'est quoi? Au détour de mes nombreuses expériences, cette IA arrive. Dans la boîte dans laquelle je suis à ce moment-là, on en met un petit peu, mais à mon sens pas assez et parce que c'est pas la nature du projet, peu importe, c'était un projet ma boîte d'avant Fleet, j'étais dans une start-up, de protection juridique, donc contre l'InsurTech et la LegalTech, si tu veux et il y a un peu d'IA à 2-3 endroits, mais je voudrais en mettre plus et c'est pas le sens de l'histoire de cette boîte-là et bref, j'ai envie d'aller dans l'IA, donc je monte Fleet et Flitz, c'est un peu comme Hercule à son époque, l'envie d'accompagner les professionnels du droit dans la transformation digitale. Alors pour le coup, la transformation digitale en 2024-2025, elle est IA-centrique évidemment. Le raz-de-marée est là, il faut y aller. Donc Flitz, si tu veux, au départ, c'est l'idée qu'on va accompagner alors des avocats en tête, mais pas que, hein, je fais des études j'ai travaillé avec des études d'huissiers, des experts comptables, mais aussi des directions juridiques, et quelques autres, plus anecdotiques. Professionnel du droit au sens large. Ouais, voilà et un peu de chiffres. C'est comment je vais vous aider à prendre en main l'IA? Alors que quand on dit ça, on dit beaucoup de choses, prendre en main l'IA, ça passe par, de la formation, ça passe par, la prise le champ des questions que tu vas te poser sur: «Et moi, je fais comment dans mon cabinet? Et moi, je fais comment dans mon étude? Et qu'est-ce qu'il faut que je regarde? Et qu'est-ce que je peux automatiser? Et qu'est-ce que ça m'apporte?» Et je vais jusqu'au déploiement. Je les aide à choisir des solutions, voire même j'en co-construis avec eux ou avec des éditeurs. Et en fait, je monte Fleet et quand je monte Fleet, je sais que l'activité de Fleet, tu vas voir, on va raccrocher les wagons, est très liée à la formation parce que dans le pool des éléments indispensables pour aborder l'IA, il y a la formation et la première chose que je fais et donc pardonne-moi de m'apporter une petite correction à ta description, je suis pas à la création de SideQuest, D'accord. je suis arrivé un peu après, mais je les connais bien et donc dès le début, je me rapproche de SideQuest, donc Thibaut Oudot qui est le fondateur et ses associés, en leur disant: «Moi, je vais monter ça. Je pense qu'on a des intérêts croisés à travailler ensemble. Heu, je voudrais que SideQuest prenne une participation dans Fleets et qu'à terme, Ah d'accord. peut-être, ce ne soit qu'une peut-être que le sens de l'histoire, c'est qu'il y ait qu'une seule boîte, mais pour Ouais, l'instant, déjà qu'on tu bosse ensemble». tu réponds à ma prochaine question qui était finalement avec SideQuest, non mais c'est très bien. Comment cette aventure a commencé? Donc c'est comme ça que, vous vous êtes rencontrés sur cette problématique-là et la formation, j'imagine que c'était dans le cadre de la conduite du changement au sein d'une étude, au sein d'un cabinet, quand l'IA arrive? Ouais, alors, oui, il y a eu ça, mais si tu veux la vraie genèse et on tu vois, on va encore reboucler sur un truc. En fait, SideQuest, il s'avère comment dire? Ils candidatent à l'accélérateur corporate de Lefebvre Dalloz et ils sont pris. Donc je les accélère, en fait. Je deviens, leur coach à ce moment-là et c'est là vraiment qu'on se rencontre et quand cette aventure se termine, évidemment, on reste en contact parce qu'on a adoré bosser ensemble et c'est même SideQuest qui m'appelle, Thibaut donc pour ne pas le renommer, qui m'appelle, fin 2023, donc là on est vraiment GPT, tout le monde découvre GPT à ce moment-là, en me disant: «Je pense aller sur l'IA, je réfléchis à des choses, à des conférences, à des trucs comme ça, est-ce que tu veux bien qu'on monte ensemble une conférence?» C'était mars 2024, IA et avocats, en format gros événement moi, je lui dis: «Écoute, l'IA, je commence à m'y intéresser. Je suis pas encore tout à fait les bagages pour faire ce truc-là, mais vas-y, on a le temps, on le fait, on le monte» et c'est ce qu'on a fait
et on pourra peut-être en reparler un petit peu plus loin, mais c'est comme ça qu'on a vraiment commencé à bosser ensemble sur l'IA et là qu'on s'est dit: «OK, l'IA, c'est plusieurs volets. Il y a de la formation, oui, mais il y a d'autres trucs. Ça vaut le coup de monter une boîte, ça vaut le coup d'avoir un volet formation» et c'est là qu'on réfléchit à l'offre globale, en fait. On D'accord. Alors justement, quelle est ta plus grande satisfaction, à ce jour dans le développement de l'offre, SideQuest pour les avocats? Et ben, c'est merci pour la transition, c'est cet événement. Alors il y a eu d'autres trucs depuis, mais pour te parler de ça, on donc l'événement en tant que tel, dont Thibaut a l'idée, c'est de réunir pendant une journée un maximum, d'avocats dans une salle. C'est un événement qui est payant, pas très cher, mais payant quand même et donc c'est une journée complète. Le matin, plutôt des conférences avec des sachants sur des sujets de déonto, des sujets techniques. On a la directrice d'innovation de Lefebvre-Dallos qui vient. On a, pas mal d'experts sur la déonto, on plein de gens un peu connus dans l'IA Oui, tu peux aujourd'hui. faire jouer ton réseau, amener des gens qui C'est sont ça qui et apportent tu plusieurs perspectives. et celui de SideQuest aussi qui est quand même assez large. Hem et moi je gère, enfin pas tout seul, mais j'anime tout l'après-midi qui est plutôt pratico-pratique où je vais montrer aux avocats comment prendre le truc en main, tu vois? C'est un niveau 1, un peu collectif où les voilà, aujourd'hui vous avez ChatGPT et vous avez l'impression que c'est nul parce que le truc dit n'importe quoi C'est ça. et quand on y arrive, c'est le 1er je suis passé par là. Mais regardez, si vous prenez le truc différemment, si vous le prenez pour ce qu'il est, si vous commencez à comprendre ce qu'on peut faire avec, ce qu'on peut pas faire avec, d'autres possibilités s'ouvrent et là, vous allez avoir des résultats un peu convaincants. Pas sur tous les sujets, pas sur tous les machins, on lui demande pas la jurisprudence, bref, je fais un peu cette espèce de petit vernis nécessaire Ouais, des pour qu'il broussaillages. voilà et pourquoi je te dis que je suis fier de cet événement? Parce que, on a, 450 personnes, quoi. Mmh. Sur un événement payant, sur un sujet nouveau. Alors, c'est le moment vraiment où tout le monde se pose des questions, donc on a le bon momentum, mais l'événement est bien géré. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'engouement. Ouais. Pourquoi, l'IA suscite un tel engouement d'après toi et d'après ton expérience, ce que tu as ressenti et à travers les discussions que tu as eues avec les avocats? Quelles sont les motivations, profondes? Bah, t'as eu t'as eu le cas du tu eu le cas de la peur et le côté réfractaire des avocats. Alors à part dans certains cas, on l'a un peu dépassé. En préambule, j'ai en y réfléchissant parce que j'ai réfléchi à ça dans le cadre d'autre chose, je me rends compte que je pense qu'il y a un biais quand même dans les avocats que je côtoie, c'est que les avocats qui viennent vers nous ont déjà cette ouverture d'esprit, de vouloir creuser, de vouloir connaître et de vouloir évoluer. Oui, toi, tu rencontres la population Bah, d'avocats est déjà, sensible à cette problématique et soucieuse d'y répondre. c'est ça et je pense qu'il y a une quantité de alors je sais pas l'estimer, mais je pense qu'il y a quand même il y a peut-être une quantité de cabinets, pour plein de raisons, qui ont pas pris le train, qui ont pas envie de le prendre et cetera, tout ça donc mon échantillon se veut pas représentatif. Mais pour te parler de mon échantillon à moi, on est sur des gens qui sont alors amis à au minimum curieux. J'ai entendu parler, j'en entends partout, tout le monde me dit que, sur France Info, ils en parlent tous les matins. Heu, je viens voir un peu de quoi il s'agit. Il y a ça. À l'autre bout du spectre, j'ai déjà fait plein de trucs, j'essaye de faire. Aujourd'hui, je m'en sers tous les jours, ça me dépanne sur des petits trucs, mais j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Ce qu'il faut bien voir avec l'IA générative d'aujourd'hui, c'est que l'IA générative d'aujourd'hui, elle est basée principalement sur le texte. Alors oui, on peut faire des images, on peut faire des vidéos, mais même les images et les vidéos sont basées sur des moteurs de langage. Donc C'est linguistique, c'est du à la base. langage. Ouais, c'est ça. Et donc, l'IA générative va en priorité bousculer les métiers qui sont basés sur le langage. Donc autant te dire que chez les traducteurs, ça va être compliqué, mais un des premiers métiers qui va être, balayé dans le sens pas, remplacé par les machines, mais la façon de travailler va complètement changer, c'est évidemment le droit. Ça, je pense qu'on l'a un peu compris, que tout le monde l'a compris et du coup, j'ai pas mal d'avocats qui sont là parce qu'ils se disent: «Bon, bon gré, mal gré, il faudra que je monte dans ce train, si je peux rencontrer quelqu'un qui m'explique, où est-ce qu'on poinçonne et à quelle place il faut qu'on s'assoie, j'aurais l'air moins bête, quoi». C'est ça. Moi, ce qui m'a fasciné et puis, les avocats, quand j'ai fait, des ateliers, de préparation, Mmh. c'est qu'ils ont eu du mal à comprendre comment on leur a parlé d'IA avec une approche, statistique, Ouais. probabilité, dans lesquelles eux, ils entendent, mathématiques et que finalement ça revient et ça entre et ça a un impact extraordinaire, qui fonctionne dans le monde du verbal. Et qui est le leur, c'est le monde du Mmh. verbe et de la parole et ça, cette jonction-là, elle a été difficile pour, les avocats, à appréhender
Donc, moi, je fais souvent un petit travail d'explication sur, ça prend pas énormément de temps, mais leur donner les bases de comment le chiffre va, impliquer, Ouais. la lettre d'une certaine manière et ça leur éclaire, ça les débloque et finalement après une fois qu'ils ont sentiment d'avoir un peu soulevé le capot, ils passent à autre chose et c'est un peu moins magique pour eux, c'est vrai. On a un peu, désenchanté l'IA, mais je pense que ça les rassure et qu'ils peuvent ensuite faire des choses, plus pratiques, on dirait. C 100 Moins dans l'angoisse. 100 lié avec toi, j'ai la même fascination pour, ce côté, comment un truc probabiliste qui devine des mots et des bouts de mots arrive à la fin à faire des phrases qui ont du sens, voire qui sont convaincantes, voire parfois qui résolvent Ça des reste problèmes. fascinant. C'est fascinant et en fait, je trouve que c'est hyper important ce que tu fais là et que j'essaye de faire aussi, de leur soulever le capot, ne serait-ce que pour une raison. Déjà, il y a le côté effectivement démystification du truc, mais il y a aussi le côté comprenez comment ça marche pour comprendre ce dont la machine est capable et surtout ce dont elle est pas capable et donc D'accord. tu beau dire aux gens: «Arrêtez», enfin, un avocat qui arrive, c'est moins vrai maintenant, mais au début, un avocat qui arrive sur de l'IA générative, pour tester l'IA générative, il va lui poser une question un peu tricky d'un cas un peu compliqué qu'il a eu la semaine dernière. L'IA générative va répondre n'importe quoi ou inventer une jurisprudence et l'avocat va se dire: «OK, c'est nul ce truc, on n'est pas prêt d'être Ouais. remplacé». Il a Tu l'en cherché à infirmer et C'est ça. invalider l'IA. Or, en fait, c'est comme demander à, enfin, c'est Einstein qui disait, si on jugeait, les poissons à leur capacité à monter aux arbres, l'IA ne sait pas, répondre à un truc et donc le fait de leur expliquer comment ça marche, c'est aussi leur faire prendre conscience de manière frontale que l'IA ne sait pas. Elle n'a pas conscience de ce que vous lui demandez, elle n'a pas non plus conscience de ce qu'elle vous écrit, c'est que des probabilités. Donc dans l'algorithme d'une IA, l'information «cette phrase est vraie» ou «ce fait existe», ça ne fait pas partie de l'algorithme. Il faut que la phrase ait l'air la plus convaincante possible au regard d'un contexte qu'elle a appris précédemment. Il s'avère que avec cette technique bizarre, on arrive à un truc qui est magique, qui relève du domaine de la magie. Avec des maths, on a des phrases et souvent c'est juste, mais on peut pas dire l'IA ne fait pas la différence entre ce qui est juste ou faux, ce qui est vrai et pas vrai, oubliez ce truc-là et donc ça sert aussi beaucoup à leur dire: arrêtez de croire que l'IA comprend le droit. Non, l'IA, elle va être capable de répliquer des choses que vous lui avez appris et bien appris. Si vous avez vos règles, votre cadre, vos golden rules de contrat, je dis n'importe quoi, et que vous lui donnez à manger de jurisprudence, elle va super bien faire les boulots d'analyse, de synthèse, de comparaison, de trucs comme ça. Mais l'IA ne connaît pas le droit et on n'en est pas là. Je fais Après, on peut parler des trucs comme, Génial et les solutions de recherche dans le fond qui ont une architecture particulière qui, elle, leur permet d'accéder au texte de droit, mais dans GPT et les autres, n'attendez pas qu'elles comprennent le droit. C'est pas pour ça que vous allez l'utiliser et si vous le faites, vous allez dans le mur. C'est normal que ça marche pas. Dans cet épisode, Mathieu Bouillon nous a parlé d'IA. Dans le prochain épisode, nous parlerons pédagogie.